Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de suivre ce premier numéro du mois de novembre de l'année 2023 de Kiosque. Nous sommes donc le 1er novembre 2023. Merci de nous rester fidèles. Alors, ce matin, nous allons parler processus électoral. D'abord, le communiqué de 6 candidats présidents de la République. Les 6 candidats ont publié un communiqué hier. Ils appellent à une rencontre avec la commission électorale indépendante. Ils appellent à des mesures urgentes pour sauver le processus électoral. La publication de la liste des électeurs exige ces 6 candidats. Il y a Denis Mukwege, Moïse Katumbi, Fayoulou, Délice Sanga, Franck Diongo et Marie-Josée Ifoko. Nous allons parler tout au long de ce magazine Kiosque avec nos invités. Et puis la publication de la liste provisoire, de la liste de candidats présidents de la République par la Cour constitutionnelle. 26 candidats ont été retenus par la Cour constitutionnelle, validés. Alors, il y a cette réaction de la mission de l'observation de la CENCO et ECC qui félicite la Cour constitutionnelle pour avoir renforcé l'inclusivité. Nous allons analyser cette réaction de la CENCO et ECC. Autre sujet d'actualité, c'est par rapport aux valeurs que prônent ces candidats présidents de la République. Tout le monde en parle. On voit certains candidats, notamment Denis Mukwege, tout le monde en parle, qui fait la promotion de certaines valeurs qui vont à l'encontre de nos cultures et pratiques, notamment l'homosexualité. Nous allons en parler avec nos invités. Nous parlons aussi de ces candidats sous-traités, des candidats que les Blancs veulent nous imposer. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Ils sont A2, Philippe Kazadi, éditeur du journal, du magazine Kiosque d'Afrique, et avec nous ce matin. Bonjour, Monsieur Philippe. Bonjour madame, merci pour l'invitation, merci pour l'honneur. Kiosque d'Afrique, c'est à la fois un magazine version et papier et aussi un site internet www.kiosquedafrique.com. Merci. Monsieur Philippe. Alors vous serez avec Eric Izami, journaliste à Antenne A. Bonjour Eric. Bonjour Madame Gisèle, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à mon co-débatteur Philippe Kazadi et merci de l'invitation. Voilà, alors nous allons tout d'abord commencer, parce que nous sommes africains, nous devons préserver nos cultures, parce que tout le monde en parle. La promotion de certaines pratiques qui vont à l'encontre de nos cultures, de nos valeurs, on voit plus du côté de l'Occident, l'homosexualité. Alors si on voit aujourd'hui, il est venu quelqu'un qui veut briguer la magistrature suprême, promouvoir ses valeurs, qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Non, madame, juste à vous entendre parler de ça, c'est comme si vous affirmez que c'est vrai. Non, ceci est faux. Non, vrai ou faux, mais non, on revient sur nos cultures. Oui, justement. Moi, je suis de ceux qui participent à la promotion de nos valeurs, nos us et coutumes. Chez nous, c'est l'homme masculin qui va vers l'homme féminin que vous êtes pour lui faire des avances. Et si elle est d'accord, consentante, ils peuvent convoler en juste noces et se marier. C'est-à-dire, la famille chez nous avait appris, et même c'est marqué dans notre code de la famille. Je me souviens, j'ai participé à ces débats-là. C'est-à-dire, j'ai couvert la plénière et au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, et particulièrement au niveau du Sénat. C'est le feu Boboli Kolokonga, Monsemiom André, qui était sénateur, qui avait pris la parole lorsque Maman Inago était ministre au niveau de genre, famille et enfants, pour dire que la famille en République démocratique du Congo est composée d'un père masculin, d'une mère féminin et des enfants. C'était ça dans le débat. Alors, dire qu'il y a quelqu'un qui voudrait briguer la magistrature suprême chez nous, qui voudrait aussi faire la promotion, c'est faux. Parce qu'en tant que journaliste, vous voulez parler de Denis Mukwege, non? N'est-ce pas? C'est ce qui se raconte. Hein? Non, les gens. Alors nous voulons, justement, Maman Gisèle, nous devons, nous, journalistes, faire très attention. Parce que malheureusement, nous sommes dans une communauté où la diabolisation est facile. Comme ça, facilement, vous verrez quelqu'un débarquer et commence à dire de vous, par exemple, que vous êtes X ou Y, alors que vous ne l'êtes pas forcément. Moi, j'ai fait cet effort-là, qui est d'ailleurs recommandé à tous les autres journalistes, même à tous les autres compatriotes congolais. Quand vous suivez quelque chose, faites un effort de pouvoir vérifier. Moi, j'ai oui, mais il n'y a pas aussi de fumée sans feu, Eric. Alors, si, il y a des fumées aussi parfois. Au Congo, il y a parfois des fumées. S'il te plaît, je vais te donner un exemple. Banal. Combien de fois avons-nous ici appris que, par exemple, Bokulaka Kengwadon était décédé? Comme ça, de fumée.
Combien de fois a-t-on appris que maman Bilal... Juste pour vous pouvez aller directement chez lui à la maison. Non, justement, voilà. Un peu pour illustrer comment est-ce que si facilement les gens chez nous diabolisent les autres impunément. Je prends encore un autre exemple. Ça concerne notamment ceux qui prennent la parole comme pour évangéliser. Alors qu'ils sont là pour nous donner la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui devrait venir en réalité pour consolider la famille, nous apprendre de valeurs positives comme nous la voulons là. Mais j'ai vu un pasteur, moi j'ai vu la vidéo d'un pasteur, il s'appelle Mukendi, je crois Paul Mukendi. Il vient du Canada. Il a dit du haut de la chair, ah mais franchement, Congo, comment un pasteur, il peut oser dire que lui, il est sûr que le président français, Emmanuel Macron, a abusé du candidat Denis Mukwege, le prix Nobel. Franchement, j'en étais à tomber à la renverse. Alors, Eric, chez nous, on diabolise facilement. C'est faux. Moi, j'ai gratté. Au nom de nos valeurs, s'il vous plaît, Eric, au nom de nos valeurs, au nom de nos cultures, et tant que journaliste, comme vous venez de dire, nous devons barrer la route à ces cas. Oui, nous devons bannir ça, maman. Condamner avec la toute dernière énergie. Ça ne passe pas. Attends, je vais te faire rire. Un chien ne réfléchit pas. Un chien n'a pas de cerveau comme vous et moi. Mais les chiens masculins, tu ne le verras mal. Les chiens mâles, tu ne le verras pas aller suivre un autre chien mâle. Non. Il attendra le moment de la chaleur chez la chienne femelle. Si le chien qui n'a pas de cerveau ne sait pas faire ça, a fortiori nous autres qui avons été créés à l'image et à la ressemblance du Très-Haut. Attention, nous devons préserver. Nous, on a la bonne façon de vivre. Chez nous, c'est les papas, c'est la maman et c'est les enfants. Et je nous encourage à faire la promotion de la famille composée d'un père masculin, d'une mère féminin et des enfants. Je suis contre tout celui qui va mettre en priorité tout ce que tu as dénoncé, pédophilie, les efféminés là, et tout ce qu'il y a au niveau de l'Occident. Ça, c'est eux. On doit barrer la route. On doit barrer la route. Mais j'interpelle aussi les gens à ne pas diaboliser facilement. Je reviens à vous. Alors, Philippe Kazadi, votre commentaire également par rapport à cet état des choses, faire la promotion de certaines pratiques qui sont plus du côté de l'Occident. Nous devons préserver nos cultures et la population, nos valeurs. Merci madame. Je pense que même du côté de l'Occident, ce n'est pas quelque chose qui passe aussi facilement. Il y en a qui s'en opposent. Nous ne pouvons pas dans notre pays faire la promotion ou faire l'apologie de l'homosexualité. Et que ces sujets rebondissent aujourd'hui au moment où nous voulons aller aux élections et qu'on les colle à un candidat président de la République, ça devient très dangereux parce que ça peut susciter même des appétits chez certains jeunes qui ne comprennent pas. C'est un peu le côté négatif de toutes les campagnes de publicité, des campagnes de communication. Ce que vous interdisez, c'est ce qui peut arriver. Les gens sont souvent tentés à faire ce qu'on leur interdit de faire. Imaginez qu'en venant en cours de route, une maman en train de se soulager et puis vous dites « Hey, ne regardez pas ici ». Tout le monde aura tendance d'abord à regarder qu'est-ce qu'on m'interdit de regarder. Alors quand on suscite ce débat sur l'homosexualité à l'approche des élections, au moment où les émotions seront très tendues, moi j'estime que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et je m'inscris dans la logique de mon confrère pour dire que il faut éviter de la manipulation, il faut éviter de la diabolisation. Parce que les concepts genre ne riment pas avec l'homosexualité. Non, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité qu'il faut dire. Le concept genre ne rime pas avec l'homosexualité. Mais il faut dire aussi qu'à travers le monde aujourd'hui, il y a une dynamique de vouloir installer, de vouloir instiller dans l'opinion, dans différents pays, cette culture d'homosexualité. On a appris que les États-Unis... Ça passe toujours par des individus. On a appris que les États-Unis se sont appris, je crois, à l'Ouganda, pour n'avoir pas intégré l'homosexualité dans leur arsenal juridique. C'est possible aussi qu'en RDC, on puisse utiliser des canaux, certains canaux, dont des candidats présidents de la République, pour faire véhiculer ce genre de messages, parce qu'on sait, en fait, ces lobbies-là savent que les candidats présidents de la République ont pignon sur rue, les candidats présidents de la République sont écoutés par la majorité, par une catégorie de la population, et donc facilement on peut le croire, facilement on peut croire que ok, l'homosexualité c'est bien parce que telle grande responsabilité ou telle grande personnalité en a parlé.
telle grande personnalité en a soutenu. Et ça, c'est très dangereux. Mais il faut, à la rigueur, lire tous les programmes ou tous les projets de tous les candidats présidents de la République pour s'apercevoir s'il y en a qui font l'apologie de l'homosexualité. Et s'il y en a un qui fait l'apologie de l'homosexualité, il faut vraiment s'opposer à lui et lui barrer la route à ce qu'il ne devienne même pas simple député national. Voilà. Alors, au-delà de ça, il y a un autre débat. Il y a certains candidats, parce que nous parlons aujourd'hui exclusivement processus électoral, qui sont sous-traités par les Blancs, c'est-à-dire les Blancs veulent imposer des candidats à la RDC. Alors, moi, je m'inscris toujours en faux dans un pays démocratique, un pays souverain, qu'on dise que les Blancs veulent nous imposer des candidats. Parce que le processus électoral, à l'issue desquels on sort les candidats élus, les présidents de la République, les députés nationaux et provinciaux, ainsi de suite, ce processus est pris en charge par l'État congolais, un État souverain. L'arsenal politique de chez nous a mis en place la Commission électorale nationale indépendante, qui est une institution d'appui à la démocratie. Donc, comment on va s'imaginer? Et qui vote? C'est le peuple congolais qui vote. Alors, dites-moi, à quel niveau les Blancs ou l'Occident va intervenir pour imposer un candidat, pour imposer un président de la République élu? Parce que pour être élu en RDC, il faut avoir le suffrage du peuple congolais. Ça signifie que le Blanc va instrumentaliser tous les Congolais. Ou alors, ces discours voudraient nous dire que, au-delà du suffrage exprimé, au-delà du vote, il y a d'autres combines politiques qui se font pour faire passer les gens présidents de la République. Et ça, tout Congolais devrait s'en opposer. Pour que seuls ceux qui ont reçu mandat du peuple, ceux qui ont reçu le suffrage du peuple, soient proclamés vainqueurs des élections. Et pourquoi on ne dit pas que l'Afrique veut imposer un candidat en France? Pourquoi on ne dit pas que l'Afrique veut imposer un candidat, un président aux États-Unis? Mais seulement le contraire. Parce que eux, ils profitent peut-être de nos fragilités, de nos faiblesses, de nos divisions inutiles pour savoir placer leurs pions. Au détriment, bien entendu, de la volonté du peuple. Voilà pourquoi moi je salue aujourd'hui la manière dont le processus électoral est en train de terminer. On va en parler parce que on parlera de la liste, disons, des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle sur le candidat président de la République. Il y a inclusivité. Ça peut donner l'assurance que nous allons dans un processus qui va garantir la légitimité de ceux qui seront élus de ces élections. Il y aura moins de contestation. Il faudra aussi que du côté de la CENI, on puisse garantir toutes les parties prenantes à ce que le processus ne soit pas entaché d'irrégularité. Alors Valérie Kizam, il faut également par rapport à ce qui s'est dit, non, il y a un candidat que les Blancs veulent nous imposer, l'Occident, voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Non, d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même que l'on puisse dire un mot. Vous savez, nous, journalistes, nous avons fort à faire. Les populations nous suivent. Les petits-enfants, les mamans, les papas, les aînés, les amis, beaucoup de gens nous suivent. Et on nous crédite, nous, journalistes, d'un savoir peut-être supérieur à la réalité. Et c'est comme ça que nous, journalistes, devrions faire très attention pour relayer certains messages qui sont erronés. C'est le cas de le dire avec cette histoire de propension qui tend à faire l'apologie. Nous avons déjà passé l'étape, alors nous sommes dans le alors, parfois, nous devons quand même condamner cela. C'est très mauvais. Alors, deuxièmement, je dirais que tout ça est lié au fait que notre classe politique elle-même ne nous a pas aidés suffisamment à pouvoir dissiper ces malentendus-là. Dire aux gens que c'est l'Occident qui nous impose des gens, c'est peut-être parce qu'elle-même, cette classe politique, lorsqu'elle est aux affaires, par exemple, pour s'adresser à sa population, elle préfère, je donne un exemple, aller parler au niveau de France 24. Alors qu'ici, sur place au pays, il y a aussi des médias qui peuvent permettre à nos différentes autorités à pouvoir s'adresser à notre population. Suivez bien leur façon de faire. Vous, Madame Gisèle, fille de cette nation, vous sollicitez une interview, par exemple, avec X autorité. Il vous sera difficile d'être reçu. Mais si c'est un média étranger, facilement, on va le leur accorder. Et voilà pourquoi, généralement, on peut manipuler comme ça certains responsables. Moi, je me souviens, lors des élections de, je crois, 2011, hein,
Non, 2018, je ne sais pas, 2011. Je crois 2011. On devrait savoir si, 2011, avec Goïmoulunda, oui, si on devrait transmettre les résultats par voie électronique ou par voie physique, c'est-à-dire les papiers comme ça en main. On avait posé la question à l'époque au rapporteur adjoint. Il était professeur d'université, Koukatoula. Onésime Koukatoula. Il y a un de médias étrangers, je crois France 24, qui avait laissé la caméra allumée pendant que l'autorité parlait. On lui pose la question, il dit non, ça sera transmis par voie électronique, alors que ça devrait être fait par voie physique. Et un des conseillers est venu, pendant que la caméra était toujours allumée, pour lui suffire la bonne réponse à l'oreille. Et eux, les étrangers là, c'est-à-dire la télévision France 24, a laissé passer cette image-là. Ça discréditait un peu le parcours de ce processus-là. Alors que s'il aurait, j'imagine, été devant l'un de nos professionnels de médias ici, ne serait-ce que par patriotisme, il ne voudra pas comme ça étaler la saleté de notre nation devant témoins. Rien que par rapport à ça, il y a tellement de choses qui font qu'on peut prêter facilement intention aux Occidentaux de vouloir imposer les gens ici. On prend encore un autre exemple. On était en train de tergiverser, il y aurait élection, il n'y aura pas élection en 2018 ici, 2016, avant que l'on puisse glisser. On a parcouru, on a évolué, et puis à un moment donné, il y a eu l'arrivée de Niki Haley. Bien avant l'arrivée de Niki Haley, Corneille Nangaa nous disait on devrait avoir 504 jours pour aller aux élections. Mais ça soulevait des vagues de partout. Mais lorsque Niki Haley est venu des États-Unis, ici à Kinshasa, on n'avait pas atteint 504 jours, mais on avait eu des élections. C'est-à-dire que ce sont des comportements affichés par les uns et les autres, parmi nos responsables ici, qui font qu'une certaine opinion pense que c'est l'Occident qui nous impose des gens. Alors que non, dans le fichier électoral, qui est la liste, qui reprend la liste de tous ceux qui sont habilités à aller voter, ce sont les Congolaises et Congolais qui sont là-bas. Et parmi les compétiteurs, on en a 26 pour la présidentielle, on en a 23 500 pour la députation nationale, on en a plus 40 000 pour la députation provinciale, etc. C'est-à-dire que ce sont nous, les Congolais, vous et moi, qui allons voter ceux qui doivent nous diriger prochainement. Et si nous sommes avisés, si nous sommes sérieux, si nous sommes regardants, et voire même exigeants par rapport à ceux qui viennent nous solliciter pour leur accorder notre suffrage, mais ils vont avoir quelque part peur parce qu'ils vont se dire, tiens, cette population a mûri. Elle n'est plus seulement une population à qui on donne des t-shirts et puis on vous donne des voix. Non, aujourd'hui nous devons exiger que quand on a voté quelqu'un, qu'il soit capable de nous produire de bonnes lois, qu'il soit capable de pouvoir nous aider à avancer d'un pas chaque jour que Dieu fait. Pas des gens qui viennent. Moi, j'ai eu un problème. Merci, Eric. Je pourrais même raconter une histoire ici. J'avais été l'invité de mon ami Jean-Malika Samassami. C'est une troisième histoire. Ouais. Voilà. Alors, nous entrons dans notre deuxième sujet. Nous allons revenir encore avec ce débat-là, parce qu'on doit vraiment préserver nos cultures africaines. Alors, nous parlons de communication. Absolument. Parce qu'on a vu aussi lors du dépôt des candidatures. Tu as vu comment est-ce que j'étais même pas en colère quand on dit ça? Non, non, la pédophilie, lors du dépôt des candidatures, on avait vu au sortir les propos qu'avait Denis Mukwege. Les propos qu'avait tenu Denis Mukwege. Quels propos? Quand il parle de gens. Oui. Mais les gens ne veulent pas, un peu comme a dit mon ami. C'est ça qui avait vraiment suscité la peur, le débat. Justement, mais non. Pour dire que voilà, il sous-entend déjà quelque chose. Non, ça c'est la diabolisation, madame. Merci. Moi je ne connais pas Denis Mukwege, mais je nous invite, nous allons y revenir. Alors on parle de ce communiqué. Merci Eric Izami. Nous parlons de ce communiqué de 6 candidats présidents de la République qui appellent qui redoutent des élections chaotiques en République démocratique du Congo. Il y a Martin Fayulu, Denis Mukwege, Moïse Katumbi, Marie-Josée Ifoku, Seth Kikouni et Franck Diongo qui estiment que le processus électoral est caractérisé par un manque délibéré de transparence. Ils appellent à sauver ce processus, même à un dialogue avec la CENI. Quelle est votre réaction après ces communiqués rendus publics hier? Bon, je pense que c'est tout à fait normal que les compétiteurs à ce niveau-là, lorsqu'ils observent qu'il y a un problème, de pouvoir s'adresser à l'institution compétente pour qu'elle puisse trouver quand même des solutions et garantir ou bien rassurer toute le partie prenante. Alors, maintenant, ils disent ils demandent notamment la publication des listes électorales avant le scrutin. J'ai vu la réaction de la CENI qui dit que les listes des électeurs seront publiées
15 jours avant, avant le jour du scrutin. Donc ça sera pendant la campagne qu'on va publier la liste des électeurs et ça sera affiché dans chaque bureau de vote jusqu'au jour des votes. Je crois qu'à ce niveau, les candidats peuvent quand même être apaisés, mais bon, ils sont libres d'exprimer leur point de vue. Mais moi, j'ose croire que aujourd'hui, ils sont face à une réalité. Alors, la crainte est normale. Mais cette crainte n'a plus sa raison d'être, n'est plus justifiable. Parce que la CENI dit qu'elle va publier conformément à la loi la liste des électeurs 15 jours avant les scrutins. Ça signifie que le scrutin, ça tombe le 20, le 15. Donc plus tard le 5 décembre, la CENI aura déjà affiché la liste. Le 5 décembre. Et c'est conforme à la loi. C'est qu'a réagi la CENI, c'est qu'a dit la CENI. En tout cas, je n'ai pas de dispositions légales par rapport à la loi électorale notamment pour justifier ça, mais je m'appuie sur ce qu'a dit la CENI, que selon la loi, 15 jours avant le scrutin, la CENI est obligée de publier la liste des électeurs. Alors, c'est ce communiqué qui intervient après la publication par la validation par la Cour constitutionnelle de 26 candidatures. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend, cette réaction? Non, d'abord, j'aurais voulu que dans leur communiqué, ils félicitent la Cour constitutionnelle du travail fait et de la preuve de son indépendance, qui est démontrée. Parce qu'ils ne croyaient pas. S'il vous plaît? Ils ne croyaient pas. Non, ils ne croyaient pas parce qu'il y avait trop de soupçons. Vous avez entendu, on veut invalider Katumbi, on veut invalider tel, on veut invalider ceci, on veut invalider cela. Mais aujourd'hui, je crois que tout le monde est rassuré que autant on a cru en la Cour constitutionnelle par rapport aux arrêts rendus sur les requêtes d'invalidation, autant il faudrait croire en la Cour constitutionnelle lorsqu'elle va promulguer les résultats finaux ou définitifs des élections présidentielles et législatives nationales de 2023. Donc aujourd'hui, je pense que la Cour constitutionnelle, comme nous l'avons appelé dans d'autres émissions, a joué à la sagesse pour garantir l'inclusivité et limiter le casse après les élections, notamment la crise de légitimité qui nous a toujours, qui nous hante depuis longtemps, mais aussi garantir la paix post-électorale. Aujourd'hui, quel candidat dira qu'il a été exclu de la course? Aucun. Personne n'est écarté. Tout le monde va concourir. Okay? Même ceux qui ont postulé à la magistrature suprême et à la députation nationale à la fois, eh ben, ils peuvent bien battre campagne et à la magistrature suprême et à la députation nationale. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Je crois que la Cour constitutionnelle vient d'apaiser une tension qui montait lorsque les requêtes lui ont été adressées. Aujourd'hui, je pense que c'est mieux pour le parti politique de baliser, de travailler pour gagner plus le cœur de Congolais. Ce n'est pas encore fini. Est-ce que la Cour va encore apaiser lors de la publication des résultats définitifs, par exemple? Non, madame. Vous savez, la Cour, au moins pour cette fois-ci, pour les questions des candidatures, elle peut dire autre chose que ce qu'a dit la CENI. Mais en principe, tous les résultats que détient la Cour constitutionnelle ou les résultats que publie la Cour constitutionnelle après la publication des résultats provisoires par la CENI, les éléments lui viennent de la CENI. C'est la CENI qui lui envoie les données lui disant, dans tel bureau, il y a eu autant de votants, autant ont voté pour tel, autant ont voté pour X. Et la Cour détient les PV de tout le bureau des votes. Ces PV lui viennent d'où? De la CENI. Donc, si la CENI publie plutôt un autre candidat qui est celui que le peuple a voté, la Cour constitutionnelle peut redire, peut publier d'autres résultats et donner le vrai vainqueur, et ça sera de manière définitive. Voilà, merci Philippe Kazadi. Alors Eric Kizami, dans leur communiqué, ces 6 candidats, ils dénoncent le flou entretenu par la Commission électorale indépendante sur les aspects financiers, logistiques et organisationnels du processus annoncé, qui annonce des élections chaotiques. C'est ce qu'ils ont relevé. Ah, mais franchement, je respecte leur point de vue, parce qu'ils sont acteurs, compétiteurs. Il n'y aura pas élection si eux, ils ne sont pas là. Je respecte profondément ce qu'eux disent, mais seulement ce que je n'apprécie pas chez nous, en règle générale, c'est ce langage du chaos, c'est ce langage de casse, c'est ce langage de toujours déchirer. Non, le Congo, c'est notre patrimoine commun. La CENI est là
et pour ceux qui sont à gauche, et pour ceux qui sont à droite, et même pour ceux qui sont au centre. En réalité, ces élections, en principe, devraient être le meilleur possible. Parce que justement, le pays a déjà eu un bel aperçu de ce que pensent les X, les Y quand ils sont aux affaires. On a 4 grands groupes linguistiques. Les Congo, les Ngala, les Swahili et les Luba. Et on a commencé par les Congo, on a pris les Ngala, les Swahili, Laurent Désiré, Joseph Kabila, père et fils, et puis le dernier groupe c'est les Luba. Alors c'est-à-dire que les Congolais aujourd'hui ont déjà une idée de ce que pensent X ou Y pendant qu'ils sont aux affaires. Mais seulement, tous, dans leur classe politique RD congolaise, ils se rentrent dedans, ils se neutralisent. Bon, toujours, il y aura crainte ceci, toujours il y a crainte cela. Déjà que la CENI avait été installée 28 mois après, dans un retard considérable. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudra, à ce niveau-ci, jeter de fleurs à la CENI de Denis Kadimaka, ça dit par rapport à ce qui est fait, mais ceci ne dit pas que je lui donne un chèque en blanc. Non, je garde encore mon doute en éveil. C'est-à-dire, je lui exige de nous amener jusqu'aux élections réellement transparentes, inclusives, libres, démocratiques, et la paix n'est pas que l'action que devra apporter la CENI. La paix devrait être aussi l'apanage ou la recherche de ceux qui viennent pour compétir. Mais le langage des uns des autres font quand même craindre. Pourquoi doit-on toujours parler chaos? Il voit le mal de loin, c'est-à-dire que... Non, ils ont toujours... Je prends les cas je prends les cas par exemple de Martin Fayoulou. Oui. Maximum de respect. C'est pas un Congolais ordinaire, Martin Fayoulou. C'est un géant dans notre scène politique. C'est un géant. Mais regardez son comportement depuis le début de ce processus jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça donne vraiment... Est-ce que le processus ne rassure pas? Chez nous, ça a toujours été compliqué, même vous et moi, quand on a commencé ces métiers. Est-ce que c'est d'emblée qu'on t'a accordé la grande édition du journal pour présenter? La confiance naît au fur et à mesure que nous avançons, maman. Est-ce que le premier jour que toi tu as fait la cuisine, est-ce que c'était le premier jour que papa a goûté à ça? Non, petit à petit, mais aujourd'hui, au compris Maradona. Mais si on veut un peu... Même pareil avec la démocratie. Nous sommes une jeune démocratie. Vouloir à ce que nos élections soient vraiment à 100% correctes, c'est vraiment de chimie. Si nous essayons un petit peu de comparer avec les élections précédentes, non, justement, on tient compte aussi de remarques fait Nanga, qui oui, avec l'expérience à l'appui. Oui. On avance. Mais je prends un cas, un aspect. Toutes les fois qu'on a eu à faire des élections, on recourt à ce qu'on appelle enrôlement. Vous savez pourquoi? Parce que justement, notre pays, hélas, n'a pas réussi à tenir à jour le fichier de l'état civil. Lorsqu'un enfant naît, il faut l'amener, c'est vrai, à la maternité, on a l'attestation de naissance, mais au niveau de la commune, on a l'acte de naissance. Mais combien le font pour qu'au moment venu, lorsque cet enfant atteint 18 ans, il puisse savoir s'il doit pour aller, par exemple, voter? Et ceux qui ont été à la base de ça, c'est qui? C'est la classe dirigeante. Les politiques donc. Alors, réclamer comme ça à corps et à cri. Vous connaissez combien de gens ont vu leur peut-être ardeur être dérangée par rapport au fait qu'on leur a dit il ne faut pas participer à ces processus-là. Ceux qui ont refusé à ce que les autres, les uns participent, ce sont ceux-là qui ont rejoint le processus après. C'est pas correct. Ils disent le matin, n'allez pas prendre les cartes. Mais le soir, eux-mêmes, ils viennent, ils disent je suis candidat. Ça ne va pas. Et ces langages-là dans notre classe politique, ici je vois toutes les tendances. Hein. Je ne suis pas là pour parler seulement même de Martin Fayoulou ou les autres. Je parle de tout le monde. Ils ont facilement un langage de cassure. Très peu, tu entendras les acteurs politiques congolais parler, même s'ils sont de bords divergents, mais parler du Congo comme un bien pour lequel nous devrions tous réfléchir, travailler pour avancer. Nos voisins avancent, maman. Nous, on n'a toujours pas de route. Soyons réalistes, soyons réalistes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que ces candidats ne veulent pas qu'on puisse avancer? Qu'est-ce que vous direz des gens qui veulent qu'on puisse tout arranger? Je termine ma question. Tout arranger pour que nous puissions atterrir dans un processus apaisé, parce que toujours dans ses communiqués, il appelle la population à une veillée électorale, c'est-à-dire qu'ils veulent de ce processus, mais ils veulent à ce que ce processus électoral soit correct sur tout le point. Oui, justement, d'où mon langage. Oui. Quand j'ai parlé, j'ai insinué une fois, j'ai dit, je salue ce que fait Denis Kadimaka Zadie, toute son équipe, je l'ai dit. Mais, pour autant, je laisse mon doute en éveil. Je reste regardant. Je lui exige de nous amener. J'ai dit ça. Les Congolais qui me suivent non, vont se le rappeler. C'est-à-dire que c'est vrai, ils peuvent revendiquer X, Y, Z. Mais
qu'ils arrêtent avec le langage des cassures. Ça, je ne fais pas. Parce que notre pays ici, ce sont aussi les leaders qui ont la responsabilité. Même nous aussi, nous avons aussi notre part de responsabilité pour consolider la nation. Ne venons pas... Mais il y en a ceux qui ont été élus. Qu'est-ce qu'ils ont fait de si spécial pour nous aider à avancer? Non, Fayoulou, par exemple, il ne fait plus qu'en 2024 qu'il puisse maintenir toujours, continuer à dire vérité des urnes. Alors, il faut tout arranger. Ah, voilà. Alors, chez nous, jamais Philippe, personne n'a échoué. Vous savez, on a 23 500 candidats pendant qu'on attend seulement à élire 500 personnes. Ça veut dire que 23 000 personnes doivent accepter qu'ils ont échoué. Or, si ces personnes-là n'acceptent pas qu'elles ont échoué, vous voyez le volume du travail qu'il y aura au niveau des juridictions pour aller gérer les contentieux électoraux. Nous devons aussi quand même faire un effort pour faire le bon choix. Chers Congolais, chers amis, chers frères et sœurs, choisissons des bonnes personnes capables de nous aider d'avancer. Pas des personnes qui viendront nous faire des leçons, des choses qui vont vraiment nous retarder encore. Moi, je n'en ai pas besoin. Alors, je veux que l'on avance avec des bonnes personnes. Philippe Kazadi, la question que je l'avais même posée à Eric, c'est un peu de comparer les processus d'avant et aujourd'hui, parce qu'il y a même des exemples, et il faut aussi, si on peut prendre un cas, par exemple, où les kits électoraux jusque-là ne sont pas encore déployés dans tous les coins, alors que nous sommes à moins de 2 mois. C'est déployé, maman. Mais madame, peut-être pas l'information. Dans tous les coins. Oh, mais il y a, en tout cas, à ma connaissance, c'est seulement Kinshasa qui a été un peu retardé. Les autres coins, ils sont déjà en train d'être déployés. Tous les coins. Oui, sauf Kinshasa parce que Kinshasa n'a pas beaucoup de problèmes. Oui. Sauf Kinshasa parce que Kinshasa n'a pas beaucoup de problèmes. Les autres coins, là, c'était déjà... Depuis, on avait déjà commencé. Alors, Philippe? Madame, moi, je ne voudrais pas... Bon, je ne voudrais pas peut-être comparer parce qu'on a entendu un président de la CENI faire une interview dans un média étranger que je ne veux pas citer ici et dire qu'il n'est pas là pour rassurer les parties prenantes. Il est là pour organiser les élections. Il s'agit bien de Corneille Nangaa. Nous, chez nous, nous avons titré ça comme étant une interview kamikaze. Dans le temps. Dans le temps. Pendant qu'il était président de la CENI. Aujourd'hui, il s'érige en donneur de leçons. Mais madame, je veux peut-être... Par son expérience, il ne veut pas que... Mais une mauvaise expérience aussi, ça existe. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que ce qu'il a commis comme erreur se répète. Une mauvaise expérience aussi, ça existe. S'il reconnaît aujourd'hui qu'il a commis les erreurs en 2018, mais il ne le dit pas. Et puis il ne demande même pas pardon, il ne passe pas aux aveux. Donc c'est vous qui lui trouvez des excuses. J'aurais bien voulu que Nangaa dise, en 2018, j'organise les mauvaises élections, ok, et les résultats que vous avez eu étaient des mauvais résultats. Je m'en excuse et je me présente devant le peuple pour son verdict. Que de fuir le pays sans être inquiété, hein, et d'aller tenir des discours incendiaires de l'extérieur. C'est justement ce que dit Eric que je vais peut-être redire autrement. Les discours incendiaires venant de responsables politiques. Nous n'en avons pas besoin à l'approche des élections parce que ça ne fait que attiser le feu. Attiser le feu. Et la stratégie de la terre brûlée qui est toujours mise en place par les politiques à l'approche des élections n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, madame, tenez que la CENI a mis en place un cadre de concertation avec toutes les parties prenantes. Vous savez ce qu'ont fait les grands candidats? Ils ont boycotté le cadre de concertation pour après venir réclamer de rencontrer le président de la CENI, comme si, excusez-moi, non, la CENI leur a accordé, le président de la CENI les a reçus tour à tour. Le 30 juin, c'était au fleuve Congo, et puis on les a reçus tour à tour. Mais après, Eric, s'il vous plaît. Après, ça a donné quoi? Rien. Mais ils sont quand même dans le processus. Ça signifie quoi? Ils veulent nous faire croire qu'ils réclament des choses qu'on ne leur donne pas, mais ils continuent quand même à croire au processus. Parce que le fait de postuler, ils ont quand même donné, je crois, des 100 000 $ là-bas comme caution non remboursable. Madame, moi, je suis candidat. Je suis candidat à la députation provinciale à Massé. Je ne veux pas parler de ça. Des campagnes ici. Non. Je dis que je suis candidat. Donc, j'ai besoin... C'est pas le moment de le dire. C'est pas le moment de dire que je suis candidat. C'est pas encore la Non, mais la CENI a déjà publié la liste. A publié des listes, donc c'est déjà officiel. Ici, vous êtes journaliste. Ok. Je veux dire que, en tant que tel, j'ai besoin d'un processus aussi transparent. Ne voit pas seulement l'élection présidentielle. Alors, il faut vider toutes les zones d'ombre. Les zones d'ombre doivent être vidées et évitées ou éclaircies.
Mais, c'est ce que demandent les 6 candidats. Mais nous devons aussi tenir compte de ce que représente le défi d'organiser les élections dans un pays continent comme la République démocratique du Congo, un pays sans infrastructure routière, un pays sans. On connaît tout ce que nous manquons en RDC et dont la CENI a besoin. Mais ce n'est pas la CENI qui fait les routes. Ce n'est pas la CENI qui va créer des bateaux pour acheminer les kits. Ce n'est pas la CENI qui va acheter les avions. Ce n'est pas la CENI qui va faire ceci, qui va faire cela. Mais voyez la volonté des acteurs, des dirigeants de la CENI de conduire bien les processus en incluant tout le monde. Et vous voyez quand même la rapidité sans route pour acheminer. Vous voyez la rapidité avec laquelle la CENI a réagi au communiqué de ses candidats présidents de la République pour leur donner des réponses appropriées. Je crois qu'à partir du moment où la CENI a donné des réponses, ces candidats n'ont plus besoin de voir le président de la CENI. Moi, je ne comprends pas. À chaque fois, ils veulent le voir, comme si à la fin de leur rencontre, ils leur donnaient, comme si à la fin de leur rencontre, comme si à la fin du rencontre de Denis Kadima, eux, les candidats présidents de la République, ils donnent à ces candidats des transports. Oh, comment ça? Attendez, je m'imagine. Pourquoi ils veulent à tout prix le voir, même lorsque les choses sont claires, comme de l'eau claire dans un verre clair. Qu'est-ce que vous dites qui est clair, alors qu'ils réclament la publication de listes électorales? La liste sera publiée 15 jours avant. Il y a des problèmes logistiques que vous avez vous-même évoqués, route, bateau pour le déploiement des kits. Eric nous a donné les éléments sur la logistique. Il y a un problème de route et vous dites que tout est clair. Non, mais les routes, ce n'est pas la CENI. C'est ça le problème, malheureusement. Alors, c'est un problème qui concerne un obstacle pour le travail de la CENI. Non, la CENI a mis en place, ça peut constituer un obstacle, mais la CENI a intégré ces obstacles dans son calendrier électoral, qui a fait et qui c'est calendrier qui est en train d'être exécuté. Qui n'est pas clair selon les opposants. Alors, qu'est-ce qui n'est pas clair dans les calendriers? Les dates ne sont pas claires? Je ne pense pas que les candidats présidents de la République ont reçu des copies ou des copies de l'original. Non, les calendriers publiés par la CENI se trouvent jusqu'aujourd'hui dans les sites de la CENI. Et nous pouvons voir, rien n'est obscur dedans. Tout est clair. Mais vous ne voyez pas que les dialogues ils demandent avec la CENI, il faut que ça se tienne. Mais le dialogue se fait dans les cadres de concertation. Qui se disent la vérité en face. La CENI organise ses assises, les cadres de concertation avec les partis politiques et les candidats indépendants ainsi que les regroupements politiques pour leur tenir informés de l'évolution du processus. Pendant ces cadres, ils posent leurs problèmes, ils posent leurs questions. Mais madame, n'oublions pas que la CENI est indépendante. Ce n'est pas parce que vous adressez une requête à la CENI qu'elle doit forcément répondre suivant vos attentes. Ça signifie qu'elle n'est plus indépendante à ce moment-là. Elle doit faire les choses telles que techniquement, elle considère être de bonnes choses. L'indépendance, ce n'est pas seulement pour un camp et pas pour l'autre. Hein. Vous répondez aux attentes d'un camp et l'autre. La CENI ne dépend que d'une institution, du gouvernement, sur le plan financier. Parce que la CENI trouve l'argent d'organiser les élections du gouvernement. Si le gouvernement ne donne pas le moyen à la CENI, là, la CENI est bloquée. Mais si le gouvernement donne le moyen à la CENI, et dans les temps, la CENI n'a pas de raison de se soumettre à la volonté de qui que ce soit. Donc, et lorsqu'on parle du gouvernement, on voit une institution impersonnelle. Selon vous, on doit rejeter tout ce communiqué des 6 candidats non, de la République. La CENI n'a pas rejeté parce qu'elle a... Il faut quand même prendre certains points. Publication, tout ce que j'aurais retenu d'important, c'est la publication des listes des électeurs. Et ça se fera 15 jours avant la date du scrutin. Donc, les 5 décembre, au plus tard, on a la liste des électeurs dans tous les bureaux de vote et même dans les sites de la CENI. Tout sera publié. Éric Izami, tout à l'heure, vous disiez que les gens rejettent toujours ce que c'est fait. Mais on voit la mission d'observation CENCO et CC qui a quand même félicité la Cour constitutionnelle après la publication de la liste des 26 candidats validés. C'est-à-dire que c'est pas tout, on ne rejette pas tout. Quand c'est bien fait, on accepte. Non, mais moi je ne dis pas qu'on rejette tout. Attends, je vais te donner encore un autre élément. Peut-être qu'on ne voque pas suffisamment. La CENI avait publié le calendrier électoral le 26 novembre 2022. Pour un candidat sérieux qui sait déjà que je vais compétir à ces élections-là qui arrivent, déjà il pouvait apprêter qui? L'acte de naissance, les différents diplômes, les différentes attestations. Comme ça, au moment venu, lorsqu'on dit « venez déposer », tout de suite, il dépose. Mais qu'avons-nous vu, vous et moi, lorsqu'il y a eu dépôt? C'est en ces moments-là que les différents candidats ont commencé à chercher qui est un acte de naissance, qui est des diplômes.
Nous demandons, moi tout ce que je suis en train de faire ici, chers frères et sœurs, c'est pour un peu participer à jeter un peu de la lumière au sein de notre communauté pour que celle-ci soit exigeante vis-à-vis de ceux qui veulent nous gouverner à tous les échelons et dans toutes les tendances. Moi, je n'épargne personne. Je note seulement que notre classe politique, parfois, je ne dis pas que tous y sont pareils, parce que j'ai vu quand même plusieurs autres candidats venir déposer en premier, c'est-à-dire ce sont Milengela qui bien avant, quoi. Tu vois, mais seulement dans la mêlée, je constate que nombreux sont ceux qui posent des problèmes. Les jours où le président Denis Kadima-Kazadi avait reçu Martin Fayoulou, Délice Sanga, etc., les représentants de Moïse Katumbi Tchap au niveau du Congo, du fleuve Congo-Hôtel, je m'attendais à ce que, par exemple, Martin Fayoulou dise, nous on vous demande de démissionner. Par exemple, parce que c'était ça. Nous voulons que l'on puisse refaire la CENI, en même temps refaire la CENI, en même temps, honorer le délai constitutionnel. Tu vois, c'est compliqué chez nous, hein, notre classe politique. On a publié depuis 26 novembre 2022. Et on a commencé les dépôts ici, en juin 2023. Mais les gens n'étaient toujours pas prêts. Ah mais maman, comment on va respecter aussi le délai constitutionnel? Parce qu'entre-temps, la CENI ne fait pas que les élections toutes seules. Non. Elle est aussi un peu tributaire de ce que les autres peuvent faire, notamment les traitements des contentieux au niveau des juridictions. Il y a eu Seth Kikouni, maximum de respect pour ce candidat présidentiable. Il voudrait diriger les Congos, les grands Congos, merci. Il a ses électeurs qui vont le voter sans problème. Mais quand il demande que l'on puisse invalider par exemple le candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'attendait à quoi? Parce qu'il y a eu une version de prénom, nom. Je ne sais pas si c'est vraiment prioritaire pour le Congolais. Moi, je voudrais que le Congolais soit capable de pouvoir vite aller pour choisir les bonnes personnes pour qu'ils nous aident à pouvoir résoudre nos problèmes. Et nos problèmes sont connus. L'eau, l'électricité, l'école, l'hôpital, le pont, la route et tout ça. Les salaires, le travail décemment et tout ça. C'est de ça que nous avons besoin. Il ne faut pas venir chercher à inverser les noms des gens. Je trouve vraiment la perte de temps, quoi. Alors le fait déjà qu'il puisse... un autre cas. Lorsque il avait commencé avec son initiative, je prends ici Noël Tchani, moi Djamvita, moi je lui ai tendu mon micro, il m'a accordé des interviews, il disait que non, c'était juste une réflexion, comme pour donner aux Congolais de père et de mère les possibilités de pouvoir gérer. Il dit c'est juste une réflexion. Quand on lui disait, est-ce que c'est le moment? Tu ne vois pas que tu risqueras de casser le vivre ensemble. Il répondait quoi? Non, il n'y a pas de temps pour bien penser pour sa nation. Tous en avaient salué son initiative, ce n'était pas mauvais, tout ça. Moi je lui ai même proposé, je suis même arrivé à lui dire, va à être candidat député national, tu seras élu. Et lorsque tu seras à l'Assemblée nationale, puisque tu es professeur, puisque tu es intelligent, tu pourras aller même jusqu'au niveau du perchoir. Qui sait échanger positivement la vie de nos populations? Il dit non, l'éputation c'est une petite chose. Lui il veut seulement la magistrature suprême. Mais honnêtement parlant, est-ce que Noël Tchani Mwadjamvita pourra aujourd'hui battre un candidat comme Tshisekedi? Soyons sérieux. Alors, il vient, il veut seulement que l'on puisse, s'il te plaît, je chute par là, À la fin, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est le même Noël Tchani qui hier nous disait que c'était juste une réflexion comme ça, qui a été récurrent avec l'idée de pouvoir invalider Moïse Katumbi Tchap. Or, à mon avis, les Congolais aujourd'hui sont suffisamment matures pour se choisir ceux qui peuvent le diriger. Laissez tous les candidats aller compétir. Ça sera aux Congolais de trancher que nous voulons des X ou que nous voulons des Y. Vouloir écarter les uns et les autres, ça va encore nous faire reculer. Alors, et parce que certains d'entre eux, ils peuvent créer d'autres mauvaises idées. On n'en a pas besoin, on a besoin d'avancer. S'il vous plaît, excusez-moi, je suis un peu le de quelques voyages ici, je vois les amis comment ils avancent, mais quand on rentre chez nous, vous voyez les enfants boire de l'eau des rivières non purifiées. Une fois j'étais à Goma, il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas d'eau. Les gens puisaient l'eau du lac Kivu, sans chlore, sans rien, et les enfants buvaient ça. Et pour que demain nous ayons des maladies hydriques, on va chercher les sorciers dans nos familles, des tantes, des oncles, on va en faire des sorciers alors que nous-mêmes, on ne peut pas résoudre nos problèmes. Nous avons des eaux à foison, des rivières, des lacs, des fleuves. Mais que faisons-nous pour donner à nos enfants l'eau potable? C'est ça de vraies questions qui devraient intéresser ceux qui veulent nous diriger. Ce n'est pas chercher les noms de quelqu'un, franchement. Ah. Alors, Eric Izami, je te laisse juste une petite question pour passer à Philippe Kazadi. Le fait de voir que ces candidats, 6 candidats, ils sont de l'opposition tous, hein.
s'est regroupé pour un communiqué. Est-ce que on ne va pas arriver demain à un candidat commun de l'opposition? Ben, c'est la démocratie. Je respecte leur point de vue, autant que je respecterai le point de vue de quiconque. Mais seulement, dans la démocratie, pour moi, il n'y a pas de place pour les chaos, il n'y a pas de place pour la violence, il n'y a pas de place pour un verbe qui divise les Congolais. Nous, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, je te fais rire. Si on prend aujourd'hui tous ceux qui nous ont dirigés depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, président Kasavubu Joseph, président Mobutu Sese Seko Joseph Désiré, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si on prend tous ces 5 personnes-là, on leur dit d'aller aux élections le 20 décembre ici. Croyez-moi, Mobutu va le battre tous. Vous savez pourquoi? Pour nous avoir donné la paix et le pain. Je te dis, la paix, nous on en a besoin. On ne veut pas des acteurs politiques qui vont développer un langage de cassure, de chaos. Non, on n'en a pas besoin. Nous on a besoin de la paix, gage de créer notre pain, pour que l'on puisse penser au progrès. Merci Eric Izami, c'est votre dernière prise de parole. Philippe Kazadi, j'ai parlé du communiqué de la mission d'observation CNPRO-ECC. Beaucoup disent que c'est la première fois qu'ils puissent féliciter la Cour constitutionnelle après la publication, la validation des 26 candidatures à la présidentielle. Oui, c'est quand même une première, mais il y a toujours une première fois. En toute chose, il y a toujours une première fois. Et c'est pas mal. C'est bien de féliciter. Mais je voulais peut-être revenir un peu sur ce que disait Eric en ce qui concerne les sérieux de nos candidats. Il y a évidemment des questions d'ordre logistique dans les partis politiques. Quelqu'un a l'ambition d'être candidat, mais sa candidature n'est même pas encore retenue au niveau de son parti et ne sait même pas si la candidature sera retenue au niveau du regroupement politique. Donc il ne peut pas s'engager à faire des dépenses, à acheter des documents relatifs. Revenons un peu sur les candidats députés nationaux et puis celui qui vous a dit que la députation c'est rien. Aujourd'hui, il est candidat député national. Noël Tchani. Président de la République. Il est candidat député national et candidat président de la République. À deux échelons différents. Mais il lui a dit, ou il leur a dit, que la députation c'est rien, c'est petit. Je viens de lire encore une interview qu'il a accordée. Mais je vous relate des choses vraies. Hein. Eric, s'il vous plaît. Et il dit qu'il va continuer avec son combat de pères et des mères au niveau de l'Assemblée nationale. Comme s'il sera élu. Comme s'il sera élu. Moi, je m'étais opposé à cette initiative-là. Peut-être que ce n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui. Je m'étais opposé à cette initiative parce que je me dis tout simplement que être né d'un père et d'une mère, les deux Congolais, ne donne aucune garantie sur la loyauté qu'on peut avoir vis-à-vis de son État. Ça n'a rien à voir. Le patriotisme, le nationalisme, ça s'apprend à l'école, ça s'enseigne à la maison, ça s'enseigne à l'église. Mais qu'est-ce que l'école nous enseigne ici? Qu'est-ce que l'église nous donne comme leçon? Et qu'est-ce que la famille nous donne? Aujourd'hui, dans toute la famille congolaise, si vous devenez ministre, oh bien, on vous poussera à détourner l'argent de l'État. Est-ce que ça, c'est le patriotisme, ça? Donc, nous sommes dans un niveau où les serpents buffent sa propre queue. Alors, comme vous avez dit que c'est ma dernière prise de parole, madame, permettez-moi quand même de rendre hommage. Je ne l'ai pas encore fait à un chevronné, un grand éditorialiste de Forum des As, José Noël qui nous a laissé. Il nous fournissait chaque jour un éditorial, lui qui savait mettre le mot du domaine médical dans le domaine politique et inversement. Il analysait des faits politiques avec des termes sportifs, du football. Alors c'était un génie de la rédaction, un génie de la rédaction, une plus belle plume que nous venons de perdre et je m'incline devant sa mémoire. Merci Philippe Kazadi, merci Eric Izami, merci à vous fidèles téléspectateurs du magazine Kiosque, merci à l'équipe technique, merci au coach Doudou Montir et l'homme de Mongafula. Madame, monsieur, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.